c'est une théorie de l'évolution qui vient d'être transformée un peu parce qu'on se rend compte que les espèces animales se sont développées aussi d'après des formes géométriques, c'est-à-dire que les protéines envoient des signaux aux gènes. Et puis, la nature essaye toutes sortes d'affaires de toutes sortes de manières. Donc, tu sais, comme ça serait comme le même poisson, puis on verrait 4 façons différentes du poisson, mais juste en transformant la surface sur laquelle il serait dessiné, mettons. C'est comme s'il y avait de la géométrie euclidienne dans toutes les tentatives de la nature d'explorer les choses. Ça, c'est de la danse. Si vous saviez comment c'est de la danse, là, c'est de la danse à 100 %. Alors ça me fait tellement penser à la création, comment on la pratique en danse, parce qu'en danse, souvent, on fait ça. C'est comme si on avait des jeux. C'est comme si on jouait. On prend une donnée, puis on se dit, on l'essaye comme ça, on l'essaye comme ça, on l'essaye comme ça. C'est vraiment un jeu d'essai dans cet angle-là, comme ça, dans cette vitesse-là, dans cette dynamique-là, à 2, à 3, tout seul. On essaye, puis il y a des choses qui survivent et puis qui finalement se retrouvent dans la chorégraphie. Donc, c'est vraiment fantastique comment la nature s'amuse, elle aussi, à... comment la nature s'amuse, elle aussi, à toutes sortes de tentatives, à toutes sortes de jeux. Alors, c'est vraiment ludique. C'est complètement ludique, la création, dans la nature, en tout cas. La nature s'amuse à essayer toutes sortes de formes. En partant d'un pattern de base, elle étire des choses, elle en rapetisse d'autres, elle grossit d'autres choses par jeu. Mais moi, ce que je trouve qui a toujours manqué dans les théories de l'évolution, j'ai déjà eu des discussions avec des scientifiques, puis je n'ai pas réussi à les convaincre, parce que les autres, ils disent toujours que c'est le hasard et la transmission par les gènes. Puis moi, je dis non, il y a le désir aussi, parce que moi, je suis certaine que si la girafe s'est finalement retrouvée à avoir un grand cou, c'est parce que tu avais des girafes qui étaient là devant un arbre, puis qui faisaient comme ça. Puis qu'à un moment donné, c'était un désir fou d'aller plus loin vers la longueur. Et puis qu'à un moment donné, j'imagine qu'à une époque sur la planète Terre, le désir, la visualisation s'inscrivait immédiatement dans les gènes. Puis maintenant, ça a l'air, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais je trouve que ça manque vraiment, cette notion-là du désir, de la visualisation, tu t'étires le cou, tu regardes la feuille, tu t'étires le cou. Moi, je crois que ça, à un moment donné, ça a pu donner un message aux gènes, puis une transformation dans les gènes. Mais les scientifiques, ils ne me croient pas. Non, grave. Moi, je suis sûre que ça ne se peut pas que dans la nature, le désir et l'appel de quelque chose n'aient pas transformé la matière et les codes génétiques. Ça ne se peut pas. Même 2 atomes se cherchent. Tu sais, pour former, mettons, une particule d'hydrogène, tu sais, les atomes, ils sont attirés. Donc, déjà, l'attirance est là dès le départ. La scission aussi, mais l'attirance aussi. Donc, Orphée et Eurydice. Ça, c'est un mythe. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un mythe sur l'amour. Parce que Orphée, c'est l'homme. Eurydice, c'est la femme. Eurydice est morte, descendue aux enfers, et Orphée doit aller la chercher aux enfers. Donc, c'est un acte d'amour, c'est sûr, de descendre dans le monde souterrain pour aller chercher son amour. Et puis, il pourra la ressortir du monde souterrain à la condition de ne pas se retourner. Parce qu'une fois qu'il est dans les enfers, quand il marche avec elle vers la sortie, on lui a permis d'avoir accès jusque là-bas, en bas, là, dans le souterrain. Dans les souterrains. Il ne faut pas qu'il se retourne. Il ne faut pas qu'il se retourne. Elle marche derrière lui, il lui indique le chemin, il ne doit pas se retourner. Mais son désir est si grand pour elle, il a tellement envie de la voir, qu'il se retourne avant d'être sorti des enfers et il la perd pour toujours. Donc, il y en a beaucoup qui ont vu là un mythe sur l'amour, alors que je vais vous expliquer pourquoi, mais moi, je vois que c'est beaucoup plus un mythe sur la création. C'est un mythe sur la création d'un poète. Orphée, dans l'histoire, est un poète. Et cette pièce-là, je dois vous dire, elle a été la plus complexe à créer pour moi. Et j'ai l'impression que c'est... Je me rends compte après coup, je ne le savais pas en le faisant, mais je me suis rendu compte après coup que probablement, j'avais créé cette pièce-là comme un poète crée un poème. Et c'est
Et j'ai expérimenté justement dans ces années-là. Ce qui est très drôle, c'est que l'année où on a créé Orphée Eurydice, c'est exactement l'année où les éditions du Passage ont publié un livre de poèmes que j'ai commis qui s'appelle Chantier des extases. Puis ça a pris quelque temps aussi avant que je réalise, ah, ça sort la même année, cette chorégraphie sur un poète sort la même année qu'un livre que j'ai écrit sort. Je n'avais pas remarqué le rapport parce que ça m'a pris comme 4 ans à écrire ce livre-là, donc je n'avais pas vu le hasard comme ça. Et l'écriture du livre, ça a été un cheminement de nuit, toujours écrire de nuit, toujours reprendre le mot, en enlever un, en remettre un autre. Et ça a été un travail, j'ai trouvé que c'était un travail qui pouvait rendre malade, qui pouvait rendre fou, alors que je n'ai jamais eu cette impression-là en créant des chorégraphies. Mais en créant des poèmes, ça a été une aventure psychique très intense, et nocturne, et c'est malade. C'est cette recherche-là du mot précis, enlever une ligne, le relire, trouver la bonne rythmique, tout ça, ça devenait obsessionnel. Et étrangement, la création d'Orphée Eurydice a été la plus difficile à faire de toutes les chorégraphies que j'ai faites. La structure même de la chorégraphie, ça a été la plus complexe. Je l'ai remaniée je ne sais pas combien de fois. Et regardez, c'était à la création un ballet en 2 actes. Quelques mois plus tard, c'était un ballet en 1 acte énormément réduit. Même jusqu'à la création, même jusqu'après la Première mondiale, je continuais à faire des remaniements comme ça. Donc, ça a été toute une aventure. Et quand je crée aussi, je fais toujours des petits dessins sur des cartons. Puis on a une grande corde à linge qu'on s'installe le long de la fenêtre. Là. Puis on va attacher à la corde à linge ces petits cartons-là qui représentent un segment de la chorégraphie. Puis il n'y a jamais eu autant que pour Orphée Eurydice des remaniements, des transferts, des change ça de place, remets ça là, essaye dans cet ordre-là, essaye dans cet ordre-là. Ça a été... Alors, c'est quand même drôle, je trouve ça drôle. Je respecte ça du hasard de la vie, les synchronicités comme ça, les espèces de hasards. Avant de parler plus avant, nous allons vous présenter un extrait de 3 minutes 50.
Donc ça, c'est vraiment le geste qui était au départ de la création. Faut que je vous dise tout de suite que quand la création a commencé, je ne savais pas qu'on parlerait d'Orphée et Eurydice. Orphée et Eurydice sont arrivés plus tard dans la création. Donc au début, il y avait ce geste-là qui est de prendre quelque chose et de le sortir. Donc, c'est comme si on allait chercher quelque chose qui pouvait peut-être être non seulement dans la bouche, mais venir vraiment du ventre. Ça peut être un son. Ça peut être une parole qu'on donne. Ça peut être un souffle qu'on donne comme une inspiration. En tout cas, ça, on peut vraiment dire que ce geste-là est à la base de toute la pièce. Et ce geste-là existait avant même que de trouver Orphée et Eurydice. Donc, je vais revenir en arrière. J'espère que je suis capable. Oui. OK. Donc, j'appelle ça les tiroirs. La Genèse, j'appelle ça les tiroirs parce que c'est comme si avant de créer une œuvre, on sent qu'est arrivé le moment de la création parce que plusieurs tiroirs en nous se sont ouverts, ou quelques-uns, des fois juste 2, 3, mais pour Orphée et Eurydice, c'était vraiment plusieurs tiroirs qui s'ouvrent. Des tiroirs qui sont en fait des impressions, des intuitions qu'on aurait stockées dans notre mémoire, dans notre monde. Et puis on se dit, ouais, un jour, ça sera un élément important, mais là, je ne sais même pas à quoi il me servira. Donc, à travers les années, il y a des tiroirs qui se remplissent comme ça. Puis, à un moment donné, plusieurs tiroirs s'ouvrent en même temps. Ils viennent respirer chacun le trésor qu'ils contiennent. Et puis, comment se fait-il? Mais à ce moment-là, notre intelligence attrape tout ça en même temps et comprend bien que, voilà, tout ça fera partie de la prochaine œuvre. Et on sent que c'est le moment, il y a une urgence à mettre en action ces éléments-là qui sont dans les tiroirs. Donc, mon souvenir, c'est que tous ces tiroirs-là se sont ouverts pour la création de Orphée et Eurydice. Il y avait que je voulais utiliser éventuellement de faire qu'un danseur aille jusque dans la salle. J'avais déjà utilisé ça dans Body Remix. Je l'avais à peine touché parce qu'il y a un moment dans Body Remix où le danseur et la danseuse, le danseur transporte la danseuse jusque presque en dehors de la scène, jusqu'ici, en dehors du stage. Je n'étais pas allée plus loin que ça. C'était à la salle Maisonneuve, là, on est allé jusque-là. On n'était pas allé jusque dans le public. Puis je sentais bien qu'un jour, c'était pour venir, puis là, c'était pour être dans cette pièce-là.